Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le magnésium et son rôle dans notre organisme, la quantité que nous devons en absorber chaque jour et où le trouver. Au sommaire donc de cette première vidéo de notre nouvelle série Lésions essentielles de l'organisme, qu'est-ce donc que le magnésium? À quoi cela sert-il? Quels sont nos besoins? Quels sont les signes de déficit et ses conséquences? Quelles sont les sources alimentaires de magnésium? Et enfin, en toute fin de vidéo, quelques références scientifiques intéressantes que j'ai pu trouver au cours de mes recherches. Qu'est-ce donc que le magnésium? Le magnésium est à la base un métal. Il se présente sous la forme de ions positivement chargés que nous allons noter Mg2+, pour indiquer en fait qu'il lui manque deux charges négatives et donc il se retrouve chargé positivement. Et il présente dans notre organisme un intérêt fondamental et participe à de très nombreuses fonctions essentielles de notre corps. Ainsi, le magnésium participe à pas moins de 300 fonctions dans l'organisme. Donc évidemment, on ne va pas tout voir aujourd'hui, on va se concentrer sur l'essentiel. La première fonction générale du magnésium va être en relation avec la réplication de l'ADN, la production d'ARN et la production de protéines. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien en fait, l'ADN, comme vous le savez sans doute, est une très longue chaîne moléculaire qui permet d'enregistrer les informations essentielles de notre organisme et qui globalement organise tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Cet ADN-là est fondamental, c'est donc la banque mémoire de l'organisme au niveau moléculaire et nous avons une copie de cet ADN dans chacune de nos cellules de notre organisme. Il se trouve que pour pouvoir renouveler des cellules, le mécanisme du corps est donc de faire ce qu'on appelle une mitose, c'est-à-dire de prendre une cellule, de la couper en deux et d'ainsi donner naissance à deux nouvelles cellules. De façon à ce que l'ADN que l'on trouvait dans la première cellule se retrouve dans les deux autres cellules qui vont naître de ce processus, il va être nécessaire de faire une photocopie de l'ADN. C'est ce qu'on appelle la réplication, la duplication de l'ADN. Et donc ce processus chimique, qui est relativement complexe, a absolument besoin de magnésium pour fonctionner. De la même façon, la production d'ARN, qui est une forme de version de l'ADN, ou bien la production de protéines, va aussi faire intervenir des quantités importantes de magnésium. La seconde fonction du magnésium aura un rapport avec la rythmicité des contractions cardiaques. Ainsi, le magnésium va rentrer en équilibre avec un autre ion fondamental qui s'appelle le calcium, que nous découvrirons un peu plus tard dans cette série de vidéos. Et l'équilibre qui résultera entre le calcium et le magnésium va établir une bonne balance électrique au niveau du cœur, car le cœur fonctionne essentiellement avec des circuits de type électrique. Et cet équilibre électrique va garantir une bonne contractilité du cœur, c'est-à-dire sa capacité à bien se contracter, et une bonne rythmicité. Ce qui veut donc dire qu'en cas de quantité de magnésium trop faible dans l'organisme, l'équilibre entre calcium et magnésium sera rompu et nous assisterons à des troubles du rythme au niveau cardiaque. Il est à noter que tous les troubles du rythme ne sont pas dus à un problème de magnésium, mais qu'un déficit chronique de magnésium certainement apportera un trouble du rythme cardiaque. La troisième fonction du magnésium est en relation avec la bonne élasticité de nos artères. Alors évidemment, vous le savez, le cœur sert à faire circuler le sang dans notre organisme. Et la façon que le sang a d'arriver depuis le cœur vers tous les organes cibles est par le biais des artères, qui sont des tuyaux extrêmement dynamiques, pas du tout passifs, et qui vont s'adapter au flux sanguin. Ce sont des tuyaux qui ont en fait des muscles et qui sont aussi innervés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité à se contracter et à se relâcher pendant les différentes phases du travail cardiaque. C'est-à-dire que quand le cœur va se contracter et qu'il va faire augmenter la pression de circulation dans le sang, ce qui le permet d'avancer, les artères vont chercher à résister pour pouvoir tenir bon. Donc elles vont se contracter. Ça s'appelle la phase de systole. Quand on va rentrer dans la phase de relâchement, c'est-à-dire quand le cœur va se re-remplir de sang, mais avant qu'il ne se contracte, là on est dans une phase générale de relâchement que l'on appelle la diastole. Et à ce moment-là, le système musculaire des artères va se relâcher, ainsi que montré sur le schéma. Le souci est que dans un cas d'hypomagnésémie, donc de quantité de magnésium trop faible dans l'organisme de façon chronique, cette phase de relâchement va beaucoup moins bien fonctionner et l'artère va rester contractée, rigide en quelque sorte. Et cela va se traduire par une élévation de la pression artérielle,
dans sa phase diastolique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en pratique? Vous savez que quand vous allez chez le médecin, on va vous prendre la tension artérielle. La vérité c'est que on va vous prendre donc deux chiffres, on vous prend les tensions artérielles. Le grand chiffre, le premier que l'on vous donne, est la tension systolique, que généralement on va mesurer en gros entre 120 et 130 mm de mercure. Donc on va vous dire 130 ou bien on va vous dire 13 selon les habitudes de votre médecin. Ça c'est donc la tension systolique, qui correspond en gros à la pression de perfusion de votre artère quand le cœur se contracte. Le second chiffre, qui est le chiffre de pression diastolique, correspond à la pression de perfusion dans vos artères quand le cœur se relâche. Et il peut se trouver qu'on peut faire des hypertensions, quand par exemple on a 16-10 avec une hypertension à la fois systolique et diastolique. On peut avoir une hypertension isolée sur la systole, on va avoir 160-80. On peut aussi avoir une hypertension isolée sur la diastole, telle que 130-100. Et généralement, cette hypertension diastolique correspond à des problèmes de rigidification des artères. On a une hypercontractilité des artères qui demeure rigide. Et dans ce cadre-là, en fait, l'hypomagnésémie peut être en cause. Pour continuer notre exploration des fonctions du magnésium, il va donc être important de fixer cette notion. C'est-à-dire que le sang apporte de quoi manger aux cellules, dont notamment deux choses fondamentales qui sont l'oxygène et le glucose. Et donc, si nous regardons un petit peu plus en détail ce qu'il se passe à l'intérieur d'une cellule, nous allons voir que, encore une fois, le magnésium est fondamental, et cette fois-ci dans ce qu'on appelle vraiment le métabolisme énergétique, c'est-à-dire la capacité des cellules à produire de l'énergie chimique pour des travaux ultérieurs. Donc si nous regardons en gros plan ce qu'il se passe dans une cellule, on verra quoi? On a pas loin de l'environnement des cellules, des micro-artères, des capillaires qui vont apporter donc le glucose et l'oxygène. Ce glucose et cet oxygène vont donc arriver dans un organelle très particulier qui s'appelle la mitochondrie. C'est-à-dire que dans la cellule, en fait, c'est pas un gros blob indifférencié. Il y a de très nombreuses structures extrêmement fines, dont une structure qui s'appelle la mitochondrie, qui est véritablement donc une espèce de centrale nucléaire de la cellule et qui est en charge de produire l'énergie finale de la cellule. Donc en fait, la mitochondrie, elle va absorber l'oxygène et le glucose qui sont transmis par le sang. Ce composé, ce mix chimique va en fait réagir à l'intérieur de la mitochondrie. On va en quelque sorte brûler le glucose, de la même façon que l'on brûle un morceau de bois. Là, on va brûler le glucose avec l'oxygène qui est apporté à l'intérieur de la mitochondrie, de façon à ce qu'une molécule que l'on appelle l'AMP, pour adénosine monophosphate, va pouvoir par la suite intégrer deux éléments phosphatés supplémentaires pour se transformer par la suite en ATP, adénosine triphosphate. C'est-à-dire, c'est ce qui correspond véritablement en fait à l'énergie chimique qu'il y a dans notre organisme. L'énergie en fait finale dans l'organisme n'est pas sous la forme de glucose, n'est pas sous la forme d'acide gras, mais sous la forme de cette molécule très particulière qu'on appelle donc l'ATP, qui est la véritable énergie générale de notre organisme. À la suite de cette réaction chimique, à ces réactions chimiques, parce qu'en fait il y en a de très nombreuses qui permettent la production in fine d'ATP, il y a la production d'agents polluants en quelque sorte, qui sont sous forme d'eau, H2O, et de CO2, le dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'en fait le dioxyde de carbone que nous expirons lorsque nous respirons en fait est directement lié à cette production de CO2 dans la mitochondrie. C'est de là qu'il vient en fait. Donc à chaque fois que vous recrachez du CO2, vous pouvez vous dire que cela provient de la réaction des milliards de mitochondries que vous avez dans votre organisme. Alors, quel rapport avec le magnésium? Eh bien, en fait, le magnésium intervient dans quasiment toutes les étapes de ce cycle de production énergétique. Le magnésium intervient dans la production de protéines nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie. Il participe à la stabilisation des fonctions de la mitochondrie. Il participe à différentes étapes de production de l'ATP. Et in fine, il va participer à la stabilisation de l'ATP, qui est une molécule qui est très hautement énergétique et donc qui est hautement réactive. Enfin, si nous revenons à un niveau un petit peu plus macro et que l'on s'intéresse à la façon dont un muscle va se contracter, on va se rendre compte que là encore une fois le magnésium est fondamental. Alors comment cela fonctionne-t-il, ce système de contraction musculaire? Eh bien il fait intervenir de très nombreux phénomènes. D'abord, on va dire que l'idée de contracter un muscle va venir avec l'idée de mouvement qui va se trouver dans le cerveau.
Cette idée-là va se traduire in fine par une impulsion électrique qui va traverser notre organisme depuis le cerveau vers la moelle épinière et vers le muscle final. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un système cerveau, moelle épinière et nerfs qui vont transmettre le signal de type électrique, encore une fois, je vous dis l'organisme fonctionne avec beaucoup de systèmes électriques. Donc le système électrique va traverser l'ensemble de l'organisme pour arriver jusqu'à la plaque musculaire qui va activer le muscle. Donc ce phénomène électrique va générer la contraction musculaire. C'est ainsi d'ailleurs que quand on se prend le jus, on a une espèce de contraction qui se génère de façon automatique parce que l'électricité a le pouvoir de faire contracter les muscles de notre organisme. Eh bien, il se trouve que là, encore une fois, le magnésium est fondamental. Dans le phénomène électrique lui-même, qui va du cerveau jusqu'au muscle, et dans la contraction elle-même du muscle, c'est-à-dire que le magnésium va intervenir tant dans la capacité du muscle à se contracter que dans la capacité du muscle à se détendre. C'est pour ça que l'on associe souvent le manque de magnésium à des problèmes de crampes musculaires. Enfin, il faut se rappeler que nous avons vu juste avant que le magnésium est responsable, enfin en partie en tout cas, de la production d'énergie et que l'énergie va être utilisée sous forme d'ATP dans le cadre de la contraction musculaire. Parce que si on déplace un muscle, des os, il faut brûler pour cela de l'énergie et encore une fois, le magnésium a eu son rôle. Les valeurs normales de magnésium se situent en gros entre 0,75 mmol par litre et 1,15 mmol par litre. Sachant que dans des cas, certains types de cas pathologiques tels que les diabétiques, on va recommander une norme minimale à au moins 0,85 mmol par litre. La régulation du magnésium va se faire entre les capacités d'absorption, parce qu'on absorbe le magnésium dans les parties proximales de l'intestin, c'est-à-dire dans les parties très précoces du petit intestin, et par l'excrétion, c'est-à-dire une capacité à nous débarrasser de l'excès de magnésium, ce qui se fait par les urines, c'est-à-dire que c'est le travail du rein qui filtre régulièrement le sang, enfin en permanence, et qui va nous permettre de pisser, parce que c'est un terme néphrologique médical, généralement on ne dit pas uriner mais pisser en médecine, et qui va donc nous permettre de pisser l'excès de magnésium dans l'organisme. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, comme nous allons le voir, les problèmes avec le magnésium sont plutôt liés à un manque de magnésium qu'à un excès, car il est très très rare que nous perdions nos capacités d'excrétion du magnésium, en dehors évidemment des gens qui ont des insuffisances rénales de type terminal. Nous allons retenir 5 grandes causes de déficit en magnésium. La première est l'alcoolisme. La seconde est le diabète de type 2. La troisième est la consommation au long cours d'IPP, c'est-à-dire c'est une classe de médicaments extrêmement utile d'ailleurs, qu'on appelle les inhibiteurs de pompe proton. En clair, ça veut dire quoi? Ce sont les médicaments que l'on prend en règle générale quand on a des problèmes de reflux gastro-œsophagien, quand on a des remontées d'acide, ou bien quand on a des gastrites ou des ulcères. Ce sont des médicaments qui servent donc à diminuer le niveau d'acidité de l'estomac. Mais il se trouve que toutes les pathologies et problèmes que l'on vient de citer génèrent des problèmes d'absorption au niveau digestif. De façon bien logique, la quatrième cause va être les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin qui, elles aussi, vont générer des problèmes d'absorption du magnésium. La cinquième grande cause de déficit en magnésium va être liée à l'agriculture industrielle et à l'appauvrissement général des sols qu'elle occasionne. Ce qui fait que, in fine, les végétaux que nous absorbons sont moins chargés en magnésium par déficit de ce métal dans les sols. Les déficits chroniques de magnésium sont des facteurs contributeurs majeurs pour un grand nombre de pathologies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et donc des conséquences cardiovasculaires connexes. Les déficits en magnésium sont aussi associés à des problèmes d'asthme, de migraine, de troubles de l'attention et d'une façon générale à de nombreux troubles de type psychiatrique dans la catégorie des troubles anxio-dépressifs. L'efficacité clinique du magnésium a été prouvée pour un certain nombre de catégories pathologiques. Donc là, on parle bien de supplémentation qui va au-delà de la norme que l'on va recommander à un individu sain. Donc l'efficacité clinique du magnésium, on va dire le magnésium en tant que médicament. Parce que évidemment, quand vous avez un déficit et que vous apportez du magnésium, il y a un mieux-être. Mais le mieux-être, c'est parce que vous avez réglé le problème du déficit. Là, l'efficacité clinique, elle va être démontrée pour certains types de pathologies qui sont quand même en relation avec la physiologie normale du magnésium, mais dans des circonstances dans lesquelles en fait, le magnésium en plus grande quantité semble apporter un bien-être réel.
La première efficacité clinique est en rapport avec la sensibilité à l'insuline. Il semble effectivement que l'apport supplémentaire de magnésium à des personnes diabétiques améliore la fonction insulinique, ce qui est absolument fondamental dans une stratégie de prise en charge du diabète. Une autre piste est en relation avec le traitement des insuffisances cardiaques, ce qui est aussi en lien avec ce que nous avons vu avant, quand on a pu voir que le magnésium participait à la bonne contractilité du muscle cardiaque. Le magnésium aussi a fait preuve de son efficacité en co-traitement dans les crises d'asthme sévères, ainsi que dans la prise en charge de certains types d'hypertension artérielle de type diastolique, avec encore des preuves à apporter dans ce domaine-là, mais il semblerait que l'adjonction de magnésium pourrait être une bonne stratégie complémentaire pour la prise en charge de ce type de pathologie artérielle. Enfin, le magnésium est maintenant recommandé en première ligne dans la prise en charge des prééclampsies et des éclampsies, c'est-à-dire, pour faire simple, une pathologie liée à une élévation progressive de la tension artérielle chez la femme enceinte. Les besoins pour un individu normal sont de l'ordre de 4 à 6 mg par jour et par kilo de poids. C'est-à-dire qu'on va se situer en fonction de votre poids globalement entre 250 et 500 mg par jour. Les sources principales de magnésium alimentaire sont des sources végétales. Il faut savoir en fait que le magnésium rentre dans la composition de la chlorophylle. C'est donc dans les végétaux les plus verts que l'on va trouver le plus de magnésium, avec comme grand vainqueur l'épinard. On va aussi trouver des grandes quantités de magnésium dans les graines et les haricots, dans le tofu, et le grand vainqueur toute catégorie en termes de concentration de magnésium sera donc le chocolat noir, avec près de 230 mg par plaquette de 100 g. Donc évidemment, ce n'est pas vous donner licence pour vous envoyer une plaquette par jour, mais quand même, c'est bon à savoir, et effectivement, manger très régulièrement, voire même quotidiennement, une petite quantité de chocolat noir semble apporter, au moins sur le niveau du magnésium, un bienfait réel. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, on continuera cette série par le phosphore et je vais commencer en parallèle aussi d'autres séries pour qu'on ne se retrouve pas à faire que de la micronutrition. Donc je vais attaquer très prochainement une série sur la science de la méditation ainsi qu'une autre série sur, on va dire, la science des intestins, du microbiote. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous plaira suffisamment pour que vous ayez envie de la liker, de la commenter et surtout de la partager afin de la rendre accessible au plus de monde possible. Je vous retrouverai donc très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.